Bonjour Patrick Baudin, merci d'être des nôtres pour cette webconférence qui est consacrée à la respiration holotropique, un peu plus largement les états de conscience modifiés et la place qui pourrait être celle de la respiration holotropique dans le traitement du psychotraumatisme. Merci. Tu es docteur en médecine, thérapeute également, auteur, auteur d'un ouvrage intitulé Home Project, qui présente, tu me corrigeras, le cas échéant, ta façon de concevoir la thérapie. Mm. Tu es aussi traducteur de plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage de Stanislav Grof, l'un des pères de la respiration holotropique, intitulé Théorie et pratique de la respiration holotropique. Et puis tu animes également des séminaires, certains consacrés à la respiration holotropique et d'autres au chamanisme. Je crois que tu as un programme très complet de formation au chamanisme. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette brève présentation? Alors, deux petites choses, oui, effectivement, Grof n'est pas l'un des pères de la respiration holotropique, il est le père et Le l'unique père. père de la respiration holotropique. D'accord. Et de mon côté, ce n'est pas tout à fait exact que j'anime des formations au chamanisme. Je ne me considère pas comme chaman et donc je ne fais pas de formation de chamanisme, mais je fais Mhm. des formations inspirées du monde chamanique qui s'appellent les quatre voies de l'initiation chamanique, dans laquelle la respiration holotropique a une part importante, joue un rôle important en tant qu'élément essentiel du chamanisme, qui est le travail en état de conscience élargi. D'accord. Hmm. Merci de ces précisions. On constate aujourd'hui un regain d'intérêt pour des pratiques ou des substances qui amènent le sujet dans un état de conscience modifié. Je pense notamment aux expérimentations qui sont menées actuellement, d'ailleurs, depuis le début de cette année, avec la psilocybine au CHU de Nîmes. Hmm. Est-ce que tu peux nous faire nous donner une petite définition d'abord de la respiration holotropique pour concrétiser un peu les choses pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette pratique? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est quelque chose d'assez complet et d'assez vaste, obligatoirement comme définition, parce que à la fois, c'est une approche d'exploration de soi, mais en Mhm. fonction du parcours que l'on a, plus ou moins traumatique. C'est aussi une forme de psychothérapie et de psychosomatothérapie vraiment extraordinaire, extraordinairement performante et libératrice. Ouais. Et on pourrait dire aussi que c'est une forme de pratique spirituelle parce que pour certaines personnes trop dans le corps ou trop dans le matérialisme et pas suffisamment ouvertes à l'esprit, au monde de l'esprit, Euh, Mhm. cette approche est très pourvoyeuse d'expériences dans l'esprit, d'expériences dans des états de conscience élargis qui permettent une expérience véritable sur le plan spirituel. Donc, c'est pas la même chose qu'une religion, c'est une expérience personnelle Ouais. de quelque chose de transpersonnel. Mhm. Autrement dit, c'est bien plus qu'une simple technique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. La respiration holotropique puise ses sources dans la psychologie transpersonnelle, dont Stanislav Grof est un des pères, avec Abraham Maslow, il me semble. Hmm. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Alors oui, cette approche puise aux sources du chamanisme parce que ça fait certainement, d'après les anthropologues et
les spécialistes de la question ont au moins 40 000 ans que les humains utilisent les états de conscience élargis pour la guérison, pour la créativité artistique, pour se rapprocher Mhm. du monde des dieux, pour Ouais. euh, stimuler, activer l'énergie. On parle de booster l'énergie aujourd'hui, mais j'aime Mhm. mieux rester sur le français personnellement. Donc voilà, on active l'énergie personnelle sur un plan Mhm. physique, autant que sur un plan psychique, autant que sur un plan spirituel. C'est vraiment Mhm. un activateur considérable. D'accord. On reviendra bien sûr en détail sur tous les atouts de la respiration holotropique. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment fonctionne une séance de respiration holotropique? On commence par quoi? Et ensuite, concrètement, comment ça marche? Ah oui, oui, avec plaisir. Ouais. Ben, la première chose à faire, c'est de poser une forme de règle, c'est-à-dire d'être bien conscient que pour des pratiques avec des états de conscience élargis, et ça, ça nous vient du monde chamanique, il y a vraiment trois choses qui sont indispensables. C'est une motivation claire, un guide compétent pour aller dans l'expérience et un rituel, c'est-à-dire une forme de cadre pour Mhm. faire cette expérience. Alors, donc, le déroulement d'une expérience de respiration holotropique, selon ce que Groff a créé, ça prend 48 heures. La première 48 chose, heures. voilà, c'est ça. Euh, La première chose à faire, c'est bien entendu de se présenter en tant que guide, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur. On parle aussi de facilitateur. On se présente au groupe. On demande au groupe que chacune des personnes se présente en précisant sa motivation. Est-ce qu'elle a fait déjà une expérience de respiration ou une expérience avec des psychédéliques ou ce genre de choses ou une expérience spontanée d'élargissement de la conscience? Et on demande aussi aux gens de comment ils se sentent d'être là. Après, le Mhm. reste de la soirée, du vendredi soir, si par exemple on prend un module de week-end, le Mhm. reste de la soirée du vendredi soir est consacré à la préparation de la respiration, c'est-à-dire qu'on explique aux Mhm. personnes comment ça fonctionne, comment il s'agit de respirer, et ça n'est pas vraiment directif comme dans le Rebirth. C'est plutôt très libre. On demande Mhm. simplement que les personnes respirent plus fort et plus vite, plus profondément surtout, et plus vite, de Mhm. sorte à provoquer une sorte d'ivresse qui se manifeste au départ par la tête qui tourne, par des picotements dans les mains, parfois de la tétanie ou des tremblements, Mhm. des vagues de chaleur, de froid. Bon, voilà, c'est le début de la séance. On leur Ouais. explique ça afin qu'ils n'aient pas peur des phénomènes qui surgissent. Voilà. Et Donc puis, l'un des mécanismes physiologiques qu'on exploite, c'est les effets de l'hyperventilation, mais c'est seulement un aspect, bien sûr, d'une séance de respiration holotropique. Est-ce qu'on pose un objectif au début? Est-ce que tu invites les participants à poser un objectif à cette séance finalement? alors oui, absolument. Comme on le disait, pour faire ce type d'expérience, c'est important d'avoir une intention claire. Mhm. Qu'est-ce que je viens faire là? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je Mhm. veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai besoin de purifier, de clarifier, de libérer, de réconcilier, Mhm. d'épanouir ou de stimuler ou au contraire de calmer? Enfin, les gens Ouais. doivent être clairs avec ça. Et en même temps, on leur explique que en entrant dans le processus, il s'agit aussi d'être détaché de cette intention. On a une intention claire, mais on fait confiance que le processus va peut-être nous emmener par des voies mystérieuses vers Mhm. cette intention. Et D'accord. parfois, on n'est pas forcément servi de ce qu'on a décidé intellectuellement, mais plutôt servi de ce dont le corps et la psyché dans l'inconscient ont le En plus besoin. besoin. Donc ça, on a D'accord. besoin de l'expliquer. Il faut l'expliquer aux gens Ouais. le vendredi soir. Donc il y a tout ce cadre général. Et ensuite, Alors, à partir de là, donc, on explique cette phénoménologie de la respiration, mhm, l'hyperventilation. On explique bien aussi qu'il s'agit du moteur de l'expérience et que le- l'objectif de l'expérience, c'est d'élargir la conscience et d'accueillir des informations,
là, on est dans une approche qui est euh, complémentaire et tout en étant aux antipodes de la psychanalyse. On n'est pas dans une démarche de Interprétation. d'interprétation, d'analyse et de recherche de Mhm. type masculin. On est plutôt dans une approche de psychanalyse, Mhm. c'est-à-dire une démarche d'accueil. Sur le Mhm. plan archétypal, c'est plutôt féminin comme approche. Ça complète bien le travail Ouais. intellectuel. Il s'agit d'accueillir Mhm. l'expérience. Accueillir avec bienveillance, avec curiosité, des Absolument. pensées, des émotions, des sensations, tous les phénomènes de vie, quels qu'ils soient finalement, plaisants ou foncièrement déplaisants. Absolument. Et c'est bien ça Mhm. qu'il s'agit de faire comprendre aux participants, qu'il s'agit d'être dans un grand oui inconditionnel à ce qui surgit, d'être dans Mhm. une confiance absolue que l'inconscient, le corps ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Le Mhm. mental peut raconter n'importe quoi. On peut se faire des films et se raconter n'importe quoi. Mais le corps Mhm. ne ment jamais, comme tout le monde le sait aujourd'hui. Le corps ne raconte jamais d'histoires mensongères. Quand Mhm. on a mal là, on a mal là. Quand ça tremble, ça tremble. Quand ça se contracte euh, et qu'on fait de la tétanie, c'est pas un hasard qu'on tétanise des mains ou bien des adducteurs, qui par Mhm. exemple sont des muscles qui servent à serrer les cuisses. Quand des femmes tétanisent des adducteurs, c'est hautement significatif de quelque chose qui s'est passé au niveau de serrer les cuisses ou d'ouvrir les cuisses. Donc voilà ce Mhm. type de choses. Quand on tétanise au niveau des épaules, c'est hautement significatif de gestes qui n'ont pas été accomplis pour se défendre, pour repousser un adversaire, pour donner un coup de Mhm. poing, ce type de choses. Donc ça n'est jamais, jamais n'importe quoi. Donc il s'agit d'être attentif, observateur et vraiment Mhm. ouvert. Mm. Ouais. Alors D'accord. ensuite, Donc, on a posé ce cadre général, on a invité les participants à formuler une intention, on a levé peut-être certaines de leurs peurs. Ensuite, les participants sont allongés au sol. alors je, c'est mieux que je termine avec la Oui, je t'en prie. présentation du vendredi soir, parce que D'accord. ça contient des éléments qui sont capitaux. Mhm, Alors, je t'en prie. une fois qu'on a fait ce début de préparation, on prépare aussi de manière assez méthodique les personnes en leur décrivant qu'ils peuvent vivre des expériences biographiques de la naissance jusqu'à aujourd'hui, en Mhm, précisant bien aussi que tout fonctionne comme si un radar intérieur sondait l'organisme pour voir là où il y a le plus de charge émotionnelle et qui est à travailler en priorité et qui n'a des fois aucun rapport avec l'intention consciente de la personne. On doit expliquer aussi que après que on peut vivre des expériences périnatales, un peu la même chose mhm, que les expériences biographiques, c'est-à-dire le corps manifeste ce qui a besoin d'être manifesté, le plus chargé émotionnellement, et donc les expériences périnatales de la conception jusqu'à la naissance. Il y a aussi enfin les expériences transpersonnelles où là on est vraiment au-delà du corps, au-delà de l'ego, au-delà des choses personnelles et où mhm, se situent les expériences chamaniques, les expériences mystiques, les expériences de sortie du corps ou d'expériences proches de la mort ou des mhm, expériences d'amour inconditionnel, ce type de choses. Donc on explique ça de sorte à ce que les personnes, si elles vivent des expériences très exotiques, entre parenthèses, très inhabituelles, ne se mhm, prennent pas pour folles ou pour mhm, psychotique à vivre des choses comme ça, parce que on vit dans une culture dans laquelle certaines mhm, expériences peuvent mener directement en psychiatrie, alors que dans d'autres pays, elles peuvent vous mener dans un ashram ou mhm. dans un endroit où vous êtes Ouais. respecté parce que justement vous avez vécu une Mhm, expérience d'expansion de conscience extraordinaire. mhm. Voilà, On y donc on reviendra explique. tout à l'heure donc sur ce que rapportent les patients. Euh, Poursuivons, si tu veux bien, donc avec les différentes séquences de ce séminaire. Alors voilà, donc une fois que tout ça a été présenté de sorte à ce que chacun se sente en sécurité, on pose encore plus de sécurité et de cadre. Mhm, En proposant une forme de contrat aux participants, c'est-à-dire un contrat de confidentialité, un contrat de non-passage à l'acte violent. Si c'est un séminaire long,
On propose aussi un contrat de non-passage à l'acte sexuel, de sorte à ce que les gens soient conscients que la sexualité, si c'est quelque chose d'éminemment merveilleux et sacré, en tout cas, ça n'est pas anodin, la relation Mhm. sexuelle. Donc on demande aux gens d'être prudents avec ça, de pas de soigner, d'être attentifs à leurs projections. Mhm. Enfin, on leur demande de respecter la règle du stop, qui est une règle qui permet aux participants de tenir les rênes, pardon, excuse-moi, les rênes de son travail personnel, c'est-à-dire si on fait un travail sur le corps, que la personne puisse gérer elle-même. Quand c'est trop, c'est stop, on arrête. Si elle crie en disant vous me faites du mal, ça me J'ai chatouille, vous me peur, je faites suis bien, ou elle terrorisé. crie, j'ai peur, j'étouffe, Mhm. on continue le travail. On a conscience que c'est quelque chose qui est en train de se décharger. Mhm. Si la personne dit stop, on arrête immédiatement, puis on voit ce qui se passe, on recadre, éventuellement on reprend l'expérience, Mhm. et puis voilà, mais on pourra en parler un peu plus en détail plus tard. Et puis enfin, le dernier point de contrat, c'est de ne pas sortir de la salle sans nous avoir parlé, de ne pas quitter le stage sans parler au facilitateur. Et, Mhm. et les gens s'engagent, bien sûr, très rapidement dans un oui tout à fait enthousiaste avec cette forme de contrat qui sécurise l'expérience. D'accord. Comme ça, chacun est certain qu'il ne sera pas manipulé, euh, et d'autant plus que tout le travail se fait sous les yeux d'un Mhm. groupe. Oui, Donc bien sûr. c'est très, très sécurisant. Ouais. Voilà. Et donc, une fois que ce cadre très précis est posé, Alors, une fois que ce cadre précis est posé, ben voilà, tout le monde va se coucher. Puis le lendemain, on entame une première respiration le matin. Ça dure mhm. 3 heures et demie de séance et 3 heures et demie l'après-midi, en Mhm. inversant le rôle de Une, partenaire. une dizaine de participants. Alors, c'est très variable. Il peut y avoir une Oui, vingtaine de participants, 30 participants, 15 participants. d'accord. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il n'y a que la moitié du groupe qui fait l'expérience, de sorte à ce que chacun puisse disposer d'un accompagnateur attitré pendant toute Oui. l'expérience, ce qui sécurise considérablement l'expérience, et qui enrichit aussi le caractère thérapeutique de cette approche, puisque vous avez à côté de vous un témoin de vos larmes, un témoin de votre agitation, un témoin de votre violence, un témoin de votre Mhm. dépression, un témoin de ce qui se passe pour vous, qui est Mhm. bienveillant, qui n'est pas interventionniste, qui n'est pas intrusif, qui est juste respectueux. Et ça, c'est extrêmement réparateur. De vivre quelque chose sous les yeux d'un témoin Mhm. euh, qui, qui est bienveillant, c'est très, très réparateur. C'est comme si ça réinformait le système Mhm. neurovégétatif et le système nerveux d'une manière générale Ouais. et la conscience, que c'est comme si ça réinformait que, voilà, je peux vivre ça et je ne vais pas Mhm. me prendre des coups supplémentaires. Mhm. Finalement, on fournit au patient une expérience contradictoire. C'est-à-dire que sous l'effet de la respiration holotropique, je suis éventuellement confronté à un matériel traumatique Mm. qui fait surface, mais cette fois, contrairement à ce qui s'est produit au moment de l'expérience traumatique, cette fois, je suis en sécurité et tout est fait pour que je ressente que je suis en sécurité alors que je suis exposé au matériel traumatique. Absolument, c'est ça Hmm, le génie d'observation de Groff, c'est d'avoir hmm, pointé ça. hmm, C'est-à-dire que quand on ressent de la colère en pensant à une histoire passée, par exemple d'abus physiques ou d'abus sexuels, hmm, quand on pense à ça et qu'on ressent de la colère, ça va décharger un peu d'énergie, de taper sur des coussins avec une raquette. hmm, Mais c'est comme la consolation. La consolation, ça console, ça guérit pas. hmm, hmm, Là, on dépense de l'énergie, ça soulage un peu l'organisme de dépenser de l'énergie, mais ça ne hmm. guérit rien du tout. Et ce que Ouais. Groff a observé, c'est que dans ces états de conscience élargis, on peut à la fois être dans une reviviscence du passé, c'est-à-dire une Hmm, identification complète à une expérience traumatique à l'âge de 8 ans, par exemple. On est dedans. On est l'enfant hmm, qui est en train de vivre ça. Et on hmm, souffre sa souffrance. Et on vit hmm, ce qu'il vit. Et son impuissance et toutes ces choses. hmm. Et en même temps, on est parfaitement conscient qu'on On est est en l'adulte sécurité.
On a Et on est décidé, en sécurité. oui, c'est ça. On est Mm, parfaitement conscient d'être l'adulte qui a choisi de faire son stage et d'aller dans cette expérience et qui est en mm, sécurité mm. et qui peut, là, demander de Ouais, l'aide ou prendre dans les bras ouais, ou demander à être pris dans les ouais. bras et à être réconforté, être protégé Mm, ou à exprimer à fond sa colère. ouais, Mais en étant à partir de l'enfant, dans un contexte où il ne va pas mm, se prendre des coups supplémentaires parce qu'il exprime sa colère. ouais. Alors c'est très important ce que tu dis parce que vu de l'extérieur, on pourrait se dire finalement ces techniques comme la respiration holotropique, bah, ça produit une abréaction, point barre. C'est Et ça. l'abréaction, bah, pour certains spécialistes du traitement du psychotraumatisme, ça n'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire Mm. que le traitement de l'information au moment de l'abréaction est dysfonctionnel comme il était au moment du trauma. Donc, ces personnes nous disent souvent, vous savez, l'abréaction sur un plan thérapeutique, c'est pas très intéressant. Mm. Mais ça n'est pas une simple abréaction, puisque comme tu le précises, le patient, en même temps, se sent en sécurité et que tout est fait pour qu'il soit en sécurité. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il y avait finalement une expérience contradictoire. Ça me semble très important parce que un certain Bruce Ecker, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Unlocking the Emotional Brain, Mm. libérer le cerveau émotionnel. C'est le père d'une thérapie qu'il a appelée la thérapie de la cohérence. C'est un monsieur bien connu aux États-Unis, sans doute beaucoup moins en France et en Europe, hein. Et à l'américaine, tout à fait, hein, il a cherché à comprendre quels étaient les points communs dans différents types de thérapies qui semblaient obtenir de bons résultats, notamment sur les traumatismes. Et le point commun qu'il a repéré justement entre le MDR, le FT et quelques autres approches thérapeutiques, hein, ben c'est le fait que chaque fois que ça semblait fonctionner, chaque fois qu'on arrive à transformer la mémoire traumatique, finalement, c'est parce qu'il y a eu une expérience contradictoire et simultanée. Mm. Son étude précise que ça ne fonctionne que si c'est simultané et pas successif. Donc, au moment où je suis confronté à nouveau au matériel traumatique, eh bien, on m'apporte une expérience contradictoire en stimulant des points de terminaison de méridiens par des mouvements oculaires ou que sais-je, qui produit à la fois psychologiquement et physiologiquement une expérience contradictoire. Physiologiquement, parce que la confrontation euh, à l'expérience traumatique va activer mon système nerveux autonome, en tous les cas le déséquilibrer, hein, par le haut ou par le bas, et en même temps, la stimulation de points de terminaison de méridiens, par exemple, va produire l'effet inverse. Et c'est, semble-t-il, cette expérience contradictoire qui a le pouvoir de transformer la mémoire traumatique. Donc, c'est intéressant de constater qu'on retrouve ça, me semble-t-il, dans la respiration holotropique. Alors, sur le plan du phénomène, absolument, hein, c'est tout à fait ça. Personnellement, et dans la filiation de Stan Grof, je préférerais, moi, le terme d'expérience complète, Mhm. de complétude dans l'expérience, parce que euh, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Donc, je parlerai pas d'expérience contradictoire, mais plutôt d'expérience complète. Pour la première Mhm. fois, la personne vit une expérience complète de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle vit Exactement. le trauma et en même temps, elle vit ce qu'elle aurait pu vivre pour se défendre, pour fuir, Mhm. pour attaquer ou pour se Oui. figer. Et bon, en tout cas, elle vit une expérience cette fois complète, c'est-à-dire Mhm. euh, avec. Enfin, c'est vrai que c'est contradictoire parce que c'est en même temps Mhm. l'attaque et puis donc la Oui, mais défense. je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'action défensive qui avait été amorcée au moment de l'expérience traumatique n'a pas pu aller jusqu'à son terme. J'ai cherché à me défendre, par exemple, mais je n'ai pas pu. J'étais impuissant.
Mais c'est ça. Donc, il s'agit, semble-t-il, pour beaucoup de spécialistes, je pense à Pierre Janet notamment, hein, qui disait ça aussi en son temps, notre Freud et Jung à nous, euh, il semblerait effectivement que le fait d'achever, de faire en sorte que ces actions défensives puissent aller à leur terme, eh C'est bien, ça. résolvent le traumatisme. Je crois que Peter Levine aussi est sur cette ligne-là, hein, le père de la somatic experiencing. Voilà, c'est ça. Ouais. Je connais bien quelqu'un qui a été formé par lui, qui s'appelle Gina Ross, qui a écrit des livres très, très intéressants sur le trauma. Elle a d'ailleurs fondé un institut qui s'appelle Trauma Institute à Los Mhm, Angeles. C'est très, très intéressant ce qu'elle fait, cette dame aussi. Et enfin bon, tout ça fonctionne très, très bien avec la théorie polyvagale et tout le mhm, système mhm. que l'on connaît D'accord. aujourd'hui. Et c'est très, très intéressant, très, très intéressant de voir ça comme ça. Je vois Mhm, d'ailleurs, j'ai beaucoup de liens avec des gens qui pratiquent l'intelligence relationnelle de François Ledoz, là, qui est neurologue à Caen, mhm. et qui a importé quelque chose qui est issu de l'Internal Family System, en tout cas Ouais. qui fonctionne avec la théorie polyvagale. Et c'est très très cohérent avec la respiration holotropique, ce qui Mhm. est proposé là, c'est-à-dire D'accord. l'expérience complète du trauma et conscience des protecteurs qui se sont installés autour du trauma, de Mhm, l'association qui s'est ensuivie, et on mhm, travaille avec ça dans la reviviscence du trauma, euh, avec la respiration par exemple, avec un état de mhm. transe. Et, et là, ben, on apporte des informations réparatrices dans le système. Donc, Ah. Donc la personne connaît une reviviscence, une expérience traumatique, on y reviendra, mais souvent liée à la période périnatale, tu l'as évoqué, mais cette fois dans un cadre sécurisant, le facilitateur ayant pour rôle, si j'ai bien compris, notamment de renforcer finalement les phénomènes qui se présentent alors, éventuellement seulement, éventuellement. le facilitateur là, a vraiment un rôle de thérapeute au sens étymologique. Groff aimait bien le dire et le répéter même. Et je conçois bien les choses comme ça moi-même aujourd'hui, c'est-à-dire un thérapeute, c'est celui qui accompagne, c'est pas celui qui a un projet de guérison pour l'autre ou un Hmm, enthousiasme thérapeutique excessif. En tout cas, il se positionne comme une sage-femme, comme un accompagnateur. On aide le processus naturel à se faire hmm, et on n'est pas intrusif, on ne propose pas des techniques comme le l'EFT par exemple ou d'autres approches. On a plutôt euh, un positionnement confiant vis-à-vis de ce qui émerge et on ne cherche pas forcément à hmm. faire émerger autre chose. Oui, on On est laisse très non directif. absolument Hmm, radicalement non directif. Donc hmm, là, par contre, si la personne sent des choses qui émergent avec l'hyperventilation, mais qu'elle bloque parce qu'elle a peur, consciemment ou hmm, inconsciemment, qu'elle freine, euh, son expérience. Par exemple, si une personne a une forte oppression thoracique qui est liée à une angoisse particulière, et on peut en début de séance lui dire, respire dedans, amplifie toi-même le problème, vois ce qui se mhm, passe quand tu respires dedans et quand tu lâches prise avec ça. Mais si elle mhm, n'y arrive pas, on peut proposer un travail, cette fois-ci effectivement très contradictoire. Quoique, si on pense à l'homéopathie qui traite le mal par le mal, hmm, avec le système du similimum, là on est dans la même chose, c'est-à-dire si la personne a une oppression sur la poitrine, ben, on va mettre plus de pression encore sur la poitrine par hmm. l'intermédiaire d'un coussin et lui demander de Ouais. respirer dans ce système amplifié. Et là, la personne Hmm, va hmm. déclencher quelque chose, soit sous forme de toux, soit sous forme de cri, soit sous Ouais. forme de coup de pied ou de Alors, tremblement, et puis on voit ce qui ouais, se passe. d'accord. Je me permets de faire part d'une expérience personnelle, mais c'est directement en lien avec ce que tu évoques là. Mon expérience d'un stage que tu animais, et je me souviens que j'ai hurlé pendant une demi-heure, et
mon corps, je dis bien mon corps, parce que là, il y avait un état dissociatif très net, c'est-à-dire que je voyais, j'entendais mon corps crier, C'est j'étais ça. parfaitement conscient de ce qu'il faisait et je le laissais faire. Il n'y avait d'ailleurs pas d'émotion, peut-être pas beaucoup de sensations non plus. En tous les cas, le corps criait. Donc, j'inspirais et puis ensuite, au moment du cri, mon corps faisait un mouvement comme ça sur l'avant. Et ta collaboratrice, la facilitatrice, justement, m'a enserré la cage thoracique comme ça, et au moment où je soufflais, donc elle resserrait ses bras en quelque sorte pour amplifier ce mouvement de respiration, mais qui se produisait initialement naturellement. Donc elle Voilà. amplifiait ce mouvement. C'est ça, c'est ça. Mhm. À propos d'amplification, d'ailleurs, j'aurais pu le dire tout à l'heure en présentant l'approche, mais c'est intéressant de savoir que Grof, quand il a commencé son travail avec les psychédéliques et notamment le LSD dans les années 50 et 60, avant que ce soit interdit, il a, il a pu définir ce que c'était qu'un travail psychédélique. Le terme voulant dire qui dévoile la psyché, comme on le sait, il définissait donc le LSD comme étant un catalyseur non spécifique des processus dynamiques de la psyché. Mhm. Donc, on peut reprendre absolument mot pour mot cette définition pour définir l'approche de respiration holotropique. Mhm. Cette hyperventilation et l'état de conscience élargi qu'elle permet, qu'elle induit, Mhm. en tout cas, peut être absolument considéré comme un Ouais. catalyseur non spécifique Ouais. et de la psychodynamique. D'accord. C'est très, Euh, tr- c'est très mhm. intéressant parce que Mhm. ça fait émerger spontanément ce qui est le plus chargé. Donc le thérapeute Ouais. n'a pas à se prendre la tête ni à réfléchir à cette question. Il a juste à accompagner la personne. Est-ce que ça sous-entend que émergent tout à coup des choses qui ne pouvaient émerger en raison de certains mécanismes de défense? Est-ce que finalement on peut considérer que la respiration holotropique, ça sert à contourner, lever des mécanismes de défense pour circuiter peut-être le conscient au profit d'une manifestation d'un contenu inconscient? C'est très très clair, absolument, hein, Ouais. absolument. C'est un, une approche apocalyptique. Pas apocalyptique. J'ai entendu, je dis ça parce que j'ai entendu une fois un prêtre orthodoxe dans un festival, dans un forum Mhm, Terre du Ciel, dire cela. L'Apocalypse, c'est la révélation du diabolique et du symbolique. Donc c'est mhm, la révélation de tout ce qui sépare de l'amour et de tout ce qui fait du lien entre les choses. Et de ce point de vue-là, la respiration holotropique est un outil très apocalyptique parce qu'effectivement, ça fait d'accord. émerger à la conscience tout ce qui nous a séparés. Donc ça Mhm, fait mhm, mhm, émerger autant des histoires de problèmes d'incarnation, d'acceptation de l'incarnation, mhm, que des histoires d'abandon, de séparation avec maman mhm. ou avec Ouais. papa. Ça sert finalement à refaire l'unité, là où le trauma, lui, m'a fracturé, m'a fragmenté, m'a dissocié. Eh bien, la respiration holotropique me permet de retrouver mes capacités d'intégration, finalement, réintégrer en tous les cas ce qui était parti. Alors pour le psychanalyste, ce qui était parti dans l'inconscient, ce qui a été refoulé. Pour le chaman, peut-être ce qui est parti dans une autre dimension, et je vais aller le chercher en faisant un recouvrement d'âme. Est-ce qu'il y a cette Ah, mais notion-là de refaire l'unité? très exactement ça. Mm. Absolument, absolument. D'ailleurs, le recouvrement d'âme chamanique, euh, c'est juste une autre manière de parler de ce qu'on peut faire en travail psychothérapeutique qui, effectivement, cherche à rassembler ce qui s'est dissocié.
Mhm. Et d'une manière générale et caricaturale, on pourrait dire que le plus important, c'est de réassocier l'esprit et le cœur et le corps, retrouver notre Mhm. tridimension corps, âme, esprit qui qui soit harmonieuse. Absolument, c'est un outil prodigieux de réunification de l'être dans dans sa globalité. Oui, D'ailleurs, donc on est très loin de la technique, hein, effectivement. On est très très vraiment. loin de la technique, ça c'est Ouais, clair. C'est ouais. pour ça que je parle de pratique spirituelle en parlant de la respiration holotropique. Je parle de ça comme ça aussi, parce que euh, ça remet l'être dans sa dimension ciel-terre, terre-ciel. Ça l'aide à comprendre que la vie spirituelle, c'est pas grimper sur une échelle, mais que la vie spirituelle, c'est un aller-retour permanent entre l'esprit et la matière, et entre le monde de l'esprit et le monde du corps et de l'incarnation. C'est quelque chose Mhm. de prodigieux et qui se retrouve merveilleusement symbolisé par par la respiration, justement. Quand on songe que le diaphragme se trouve à peu près au milieu du corps, enfin au milieu du tronc, et qu'au-dessus, toute cette symbolique des fameux chakras nous parle d'énergie plus matérielle, l'incarnation, les émotions. D'ailleurs, dans le ventre, on a tout ce qui constitue notre incarnation et qui la permet, dans les choses qui se Mhm. Mhm. digèrent, qui s'absorbent, les excréments qu'on porte avec nous toute la journée, c'est quand même incroyable. Donc c'est Mhm. très matière. Et puis au-dessus du diaphragme, on a toutes des choses beaucoup plus subtiles. Le cœur qui aime et qui redonne, qui reçoit, et qui redonne de l'amour. On a les choses de la communication, de l'intuition, de Mhm. l'esprit. Mhm. Donc D'accord. on s'est dissocié. Et quand les gens sont trop dans leur tête, ben, ça les met dans le corps. Et à l'inverse, quand les gens sont trop dans le corps, ben, ça leur apprend à se percher un peu plus haut, Mhm. compléter en quelque sorte leur expérience de vie. Oui, Donc d'accord. c'était vraiment Refaire intéressant. refaire l'unité. Oui. Terminons avec le déroulement. C'est vrai que c'est tellement passionnant que ça nous invite à faire des digressions peut-être trop fréquentes. Euh, Terminons sur le déroulement, si tu veux bien, d'une séance. Alors voilà le déroulement. Donc la fin de la séance est plus ou moins déterminée par la séquence musicale qui accompagne l'expérience. Au début, on a des musiques de trance avec beaucoup de tambours et pour favoriser l'induction de la transe et la profondeur de l'expérience. Et puis, au bout d'une heure et demie, on a des musiques dans lesquelles il y a davantage de chant et toujours du rythme pour toucher davantage de la sphère affective et émotionnelle. Et puis après, on termine l'expérience musicale avec des musiques spirituelles, des musiques répétitives, des musiques plus douces. Et donc, la Ouais. séquence se termine euh, quand les personnes ont déchargé et se sont rechargées d'autres choses. Euh, D'une manière générale, les gens sont très apaisés en fin de session. Et si ça n'est pas le cas, on peut proposer un travail corporel en demandant qu'est-ce qui se passe dans le corps et on va chercher à amplifier ce qui se passe dans le corps pour une éventuelle décharge d'énergie qui ne s'est pas faite et qui Mhm. maintenait la personne dans un état de frustration. Et puis normalement, à la fin d'une expérience, il y a un état de détente, euh, voire d'extase que les personnes n'ont jamais connu auparavant. Il y a une impression de, de, de bonheur, de paix intérieure absolument intense et Mhm. merveilleux. Voilà. Après, Dans mon expérience, on nous avait proposé de dessiner aussi, de peindre ou de dessiner, je ne sais plus, voilà, alors donc il est sur la proposé, fin de la séance. voilà, après la séance, une fois qu'on a pu vérifier que la personne se sent bien et qu'elle a Mhm. clé son expérience, qu'elle est apaisée, on propose d'aller faire ce qu'on appelle le mandala. Donc la personne va dans une pièce à côté, il y a des pastels, de la peinture à l'eau, et elle est invitée à laisser sous forme créative une trace de sa respiration, de sorte à pouvoir Mhm. faire mémoire aussi de sa séance de respiration avec quelque chose Mhm. d'esthétique. Pas forcément, ça peut aussi ressembler à un gribouillage d'enfant de 2 ans, mais en tout cas, c'est signifiant, c'est toujours très Mhm. signifiant, au point qu'on invite les personnes à l'afficher chez elles, de sorte à être impactées encore par ce souvenir de la respiration. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que les
participants rapportent le plus souvent au terme d'une séance de respiration holotropique? Comment parlent-ils de l'expérience qu'ils ont vécue? Alors, d'une manière générale, c'est plutôt dans les termes d'apaisement, Mhm. de libération, de détente du corps et de la psyché, tout à fait inédite. Mhm. Certains même disent, à la fin d'une session où ils sont juste restés allongés immobiles, je me sens fatigué. Donc, on est amené à recadrer ça en leur disant, mais est-ce que c'est vraiment une Est-ce que fatigue? c'est de la détente ou est-ce que c'est une fatigue? Oui. Voilà, voilà. Parce Mhm. qu'une impression de détente inhabituelle qui fait qu'on se sent un peu Oui. plus mou, un peu euh, relâché. On prend ça pour de la fatigue alors que c'est juste de la détente. Oui. La détente est complètement Effectivement. Mhm. incroyable, des fois, après une Mhm. expérience comme ça. Certaines personnes n'ont jamais connu un état qu'on va qualifier de normal. C'est-à-dire que si depuis ma plus tendre enfance, je suis dans un état de tension permanente, effectivement, je ne sais pas ce que c'est que la détente et je vais souvent la qualifier de fatigue. Mais exactement, Mhm. exactement. Beaucoup, beaucoup de personnes n'ont jamais connu ça. Mhm. Comment tu as découvert puis pratiqué la respiration holotropique? Alors, je pense que les premières graines ont été semées à la lecture de La Source Noire de Patrice Van Hersel, qui parlait d'Elisabeth Kübler-Ross et aussi de Groff. Et ça m'avait fasciné, puis j'ai laissé tomber ça. Puis quelques Mhm. années plus tard, j'ai acheté le bouquin de Groff pour les emporter d'une année sabbatique, et puis je les ai pas lus. Mais en rentrant chez moi, je suis passé devant une affiche en ville à Angers, Stan et Christina Groff en France pour un séminaire d'une semaine sur la crise d'émergence spirituelle. Ouais. J'ai appelé Ça et date d'il y a combien de temps? c'était en 1992, D'accord. en mai 1992. Et du coup, j'ai appelé l'organisatrice, Marie Thora, et j'ai raconté que j'étais médecin, que j'avais pris des champignons hallucinogènes, que ça m'avait effrayé, que j'avais pas du tout été accompagné, et que je Mhm. me sentais pas très bien, un peu déprimé, je savais plus trop ce que je foutais, faire des remplacements de médecins, ça m'énervait de prescrire des choses alors que je préférais écouter les gens et aller au Ouais. cœur des choses. Et donc elle m'a dit, ah, il faut que vous veniez. Je lui dis, j'ai pas d'argent, je peux pas venir. Et elle me dit, je vous invite. Hop, je suis allé, donc j'ai fait ma première expérience de respiration holotropique grâce à Marie Thora, et ça a bouleversé ma vie de fond en comble, d'une manière très très Mhm. radicale du jour au lendemain. Et comment tu as été amené ultérieurement à traduire cet ouvrage de Stanislav Grof sur la respiration holotropique? Alors, ben, comme il n'y avait pas de livre sur la respiration holotropique en français, dès que Mhm. j'ai été formé, j'étais tellement émerveillé, tellement secoué, tellement réparé, un début de réparation, parce qu'après, 30 ans après, je continue mon travail sur moi-même, parce que je Ouais. pense que c'est jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ça a fait un gros déblayage déjà, ces expériences-là. Donc, après les 2 ans de formation, j'ai écrit avec Marie Thora le premier livre français sur la respiration holotropique qui s'appelait La respiration holotropique. Et Mhm. puis, les années qui ont suivi, euh, ça m'a été demandé par Groff, parce que ou alors c'est moi qui ai proposé, je sais plus très bien. En tout cas, j'ai Mhm. traduit le jeu cosmique, et après j'ai traduit pour une psychologie du futur. Après, j'ai traduit théorie et pratique de la respiration holotropique avec ma fille Laura, qui est traductrice. Mhm. Et puis, euh, nous sommes en train de traduire son dernier opus de 60 ans d'expérience des états de conscience élargis, La voix du psychonaute. D'accord. Donc, le premier tome est paru en novembre dernier et le second est en cours de traduction et paraîtra à la fin de l'année. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien direct entre respiration holotropique et chamanisme, ou pour le dire autrement, quelles sont les origines finalement de la respiration holotropique? De quoi Stanislav Grof s'est-il inspiré? Alors, je pense que les deux principales sources de son inspiration ont été le Kriya Yoga,
un yoga dans lequel on facilite par l'hyperventilation justement l'expression corporelle, Mhm. l'expression de ce qu'ils appellent les kriyas en sanskrit, donc des mouvements, des cris, des choses qui s'expriment et qui apaisent l'organisme, Mhm. et aussi bien entendu du chamanisme, parce qu'il n'était pas sans ignorer que le travail euh, avec la respiration était aussi utilisé dans le chamanisme, Mhm. comme le travail d'ailleurs sur la douleur. Je pense que le travail corporel qu'il a mis au point, qui consiste à aller dans le problème et aller dans la douleur, euh, aux antipodes d'une histoire sadomasochiste, est vraiment une histoire polynésienne en fait. On travaille comme ça en Polynésie, on va dans la douleur. Le travail de Mhm. massage, c'est pas un travail de massage californien ou de massage thaï. Mhm. Quoique le massage thaï, c'est assez euh, vigoureux, disons. En tout Mhm. cas, c'est pas de la caresse et c'est pas du Oui. massage comme font les kinésithérapeutes. On va vraiment dans la tension et on demande à la personne de respirer, voire d'hyperventiler dans la tension douloureuse. Et c'est là que ça se libère. Donc Mhm. là, je pense qu'il s'est inspiré principalement de ces trois sources. D'accord. Mm. De cette idée selon laquelle finalement, pour pouvoir se transformer, il faut aller au contact du matériel traumatique. C'est-à-dire que tant que je me maintiens à distance de ce matériel traumatique, je n'ai pas de pouvoir sur lui, je ne peux pas le transformer. Absolument, absolument. Mm. C'est tout à fait cette approche, cette démarche courageuse de Mm. regarder face à face qui on est aujourd'hui euh, dans son personnage, dans souffrant. C'est regarder bien en face, là j'ai mal, là je suis triste, là je suis en Mm. colère, là j'ai une énergie, j'ai envie de tuer. Regarder tout ça en face, c'est courageux. Mm. Et ça me met sur le chemin de la transformation, sans doute. Ah oui, absolument, c'est clair. Le potentiel thérapeutique finalement de la respiration holotropique, comment est-ce qu'on peut le présenter? Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile avec ça en psychothérapie Ben, le ou en potentiel est... thérapie plus largement? Oui, oui, oui. Le potentiel est colossal parce que, euh, pour ma part, en tant que médecin, j'ai fini par comprendre que la source de toutes les maladies, c'est en fait le non à ce qu'on a vécu, le non à ce qui se passe, la Hmm. tension, le refus Hmm. de quelque... L'évitement. Hein? Pardon? L'évitement, comme on dirait L'évitement, en absolument. psychothérapie. Absolument. Ouais. Ouais. L'évitement, ben, il faut dire qu'aussi le rôle des protecteurs psychiques font aussi Hmm. cette plongée dans l'inconscient que des problèmes, c'est aussi effectivement ce qui protège pendant un temps, Hmm. mais euh, ça finit toujours par ressurgir. Hmm. On ne peut que comprendre Jung et l'approuver quand il disait que tout ce que nous Ouais. refusons revient sous forme de destin. C'est, Hmm. on comprend avec ce processus, comment dire, c'est vraiment très très guérissant au niveau existentiel parce que ça aide à reprendre les rênes de son être, ça aide à reprendre toute forme de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on a vécu. Avec ce type d'approche, on réapprend la responsabilité, et y compris la responsabilité de ce qu'on a subi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste à me plaindre dans un état de victime? Est-ce que je Hmm. peux me rendre responsable de transformer ma souffrance, mon histoire, en quelque chose de créatif ou Hmm. de bienveillant et de bien vivant? Voilà. Hmm. Parce que le potentiel est absolument énorme à ce niveau-là, parce que ça peut... j'ai assisté personnellement à des transformations de maladies somatiques. euh, alors, certaines plus psychosomatiques comme l'asthme, il y a eu beaucoup de crises de Hmm. asthmatiques qui sont se trouvées guéries en quelques sessions. Et des personnes vivant aussi d'une maladie beaucoup plus grave comme le cancer. J'ai pas eu beaucoup d'exemples de gens, de personnes
pour qui le lien était absolument évident, mais quelques-unes Mhm. quand même. Parce que tout simplement, euh, même en suivant sa chimiothérapie, sa radiothérapie, la personne faisant un stage de respiration anthropique ou des stages finit par se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas avec moi-même, j'étais pas dans mon être, je ne savais pas qui j'étais ni ce que je voulais faire de ma vie. J'ai fait un métier parce que c'était reprendre l'affaire de papa, mais c'était pas mon affaire, c'est pas mon histoire. Mhm. Et puis je l'ai fait quand même, et puis donc voilà. Et si des choses comme ça se libèrent, si l'être se libère, euh, il y a un certain nombre de cas dans lesquels la maladie, si elle n'est pas trop avancée sur le plan somatique, elle peut régresser. Mhm. Mhm. C'est très très intéressant, hein. On Euh, trouve sans doute le plus souvent derrière des maladies chroniques euh, des traumas, globalement, et éventuellement des émotions, enfin, une inhibition émotionnelle pour ce qui concerne, par exemple, le cancer, assez souvent, me semble-t-il, c'est clair, absolument, bien que sûr. la respiration holotropique peut peut-être effectivement lever. Ça peut Oui, être un oui. déclencheur en tous les cas. Alors, est-ce que tu considères, toi, que le travail est le plus souvent achevé après une ou deux séances de respiration holotropique? Alors, déjà, combien en faut-il et est-ce que le travail est achevé quand on a suivi un séminaire de respiration holotropique? Je me doute un peu de la réponse, mais... Oui. Sans vouloir être trop provocateur, moi je dirais que le travail sera achevé au moment de notre naissance au ciel, Mhm, mhm, au moment de la mort physique. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce que j'appelle les gros dossiers, pas vouloir être incarné, être en colère après la vie, après mhm, papa, après maman, le sentiment d'abandon, le sentiment de ne rien valoir, hum, de ne pas mériter de vivre, toutes ces choses importantes qui constituent le- comment dire, l'objet de la thérapie en général, ces gros dossiers-là, on fait un super ménage quand on fait euh, entre 5 et 10 sessions de respiration bien accompagnées. Ça permet déjà de voir beaucoup plus clair dans qui on est et d'être beaucoup plus en paix avec son histoire. mhm, On reprend la responsabilité. On arrête de dire c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. On prend conscience que s'ils ont été traumatisants, c'est qu'ils ont été traumatisés. Et tout ça prend du sens et puis on mhm, finit par bien sentir que si nous sommes là sur Terre, c'est principalement pour deux choses. C'est pour apprendre à aimer et à répandre cette énergie d'amour. Et puis c'est pour créer des choses, créer quelque chose qui soit personnel et qui reflète la personne unique que nous sommes. mhm, Les gens reprennent contact avec ce sentiment paradoxal de- d'être un être unique. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales sur la Terre, il n'y a pas deux personnes qui ont la même voix. Donc, nous sommes des êtres uniques, mhm, c'est très clair, avec des talents particuliers, et aussi des êtres transpersonnels qui avons les mêmes besoins, tous, d'air pour vivre, d'amour pour vivre aussi, bien entendu, et mhm. qui d'une certaine manière, sont tous reliés. Et ça redonne le sentiment de lien aux personnes. Les participants rapportent souvent des expériences périnatales. Euh, c'est quelque chose, semble-t-il, qui est un point commun avec des pratiques psychocorporelles qui induisent un état de transe, un état de conscience modifié. Je pense au TRE, par exemple, au Trauma Releasing Exercises, des exercices corporels très intenses qui mobilisent la musculature profonde, qui souvent a été impactée par les effets du trauma. Et là aussi, moi, j'observe en cabinet que
on va dire que 8 fois sur 10, ce que rapporte le patient, c'est une expérience, ou en tous les cas, une expérience au sens large des images liées à la toute petite enfance, la naissance, constamment des choses de périnatales finalement. C'est ce qu'on observe aussi avec la respiration holotropique. Oui, ce sont des dynamiques qui sont quasiment présentes à tous les stades. Hmm. D'une manière très très claire, les gens revivent des choses qui sont liées à la naissance. On le Mhm. voit dans la manière de se mettre en position fétale, la manière de pousser avec les jambes, et puis quand Mhm. on replie un peu le matelas sur lequel l'expérience se fait, on voit que la personne s'en sert comme si c'était le fond d'un utérus pour pousser avec ses pieds Oui. et progresser. On voit les gens ramper, et puis dans ces cas-là, on propose une contention avec un autre matelas, et puis ça peut constituer une reviviscence du processus de naissance qui soit reproduit l'expérience originelle, soit propose une autre expérience qui vient réparer l'expérience traumatique originelle. Mais Mhm. en tout cas, oui, oui, c'est très, très présent. Des gens, des Ouais. fois, se remémorent euh, qu'est-ce qui s'est passé à la conception pour leurs parents. Est-ce Mhm. que je suis l'objet d'une relation dans un contexte d'amour ou de viol ou de situation euh, plus anodine, moins engagée au niveau affectif. Et puis après ça, on peut avoir des vécus de vie intra-utérine, plus ou moins dramatiques, plus ou moins extatiques, et puis etc. Un vécu Mhm. de naissance proprement dit aussi, qui peut être un vrai combat, quelque chose de très difficile. Et puis après, il y a aussi l'accueil. On voit des gens qui, effectivement, revivent quelque chose d'accueillant, alors que leur propre histoire, c'est la couveuse immédiatement à la naissance, donc séparation. Ouais. Donc oui, oui, ce sont des expériences très présentes. Et Groff aimait bien dire cette vérité aussi, qu'on vérifie par l'expérience, que ces expériences périnatales souvent servent de portail pour aller dans les expériences transpersonnelles. Mhm. Faire des expériences plutôt transmises par les ascendants, je peux le dire Oui, comme ça. oui, oui, oui. Mhm. Mais aussi les expériences transpersonnelles, c'est-à-dire au-delà des ascendants de l'histoire de l'humanité et du passé, il y a aussi des Mhm. expériences hors du corps ou dans la conscience, ou des expériences Mhm. d'amour inconditionnel qui sont fortes. En tout cas, la naissance, oui, bah, évidemment, est un portail. Mhm. On voit bien avec ces expériences de respiration holotropique que la naissance constitue le premier portail pour entrer de l'esprit dans la matière et qu'à la fin de notre vie, la mort constitue Mhm. aussi un passage vers une autre chose. Ouais. On considère aujourd'hui souvent en psychothérapie que les traumas sont à la source de la plupart de nos troubles physiques et psychiques. Ce qui me semble intéressant dans la respiration holotropique, c'est que ça permet de contourner finalement des situations où parfois le psychothérapeute se sent un peu démuni, c'est-à-dire lorsque le patient n'a pas connaissance de ses traumas, hein, qui est finalement très fréquent. Les traumas sont souvent frappés d'amnésie. On va dire que amnésie et trauma, ça va assez souvent de pair. Mm. Et là, avec la respiration holotropique, finalement, on a un moyen d'accéder et de transformer des mémoires traumatiques qui sont totalement inconscientes. Absolument, Un absolument, accident à la naissance, un meurtre commis dans une génération précédente. Donc de absolument, ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, me semble-t-il. Et puis, il y a aussi le cas fréquent, notamment chez les personnes qui sont très dissociées, mais plus largement, le trauma a tendance à induire une phobie des actions mentales dérivées du trauma, c'est-à-dire des pensées, des émotions, des sensations, dont certaines sont liées à des expériences traumatiques,
Le trauma a tendance à induire aussi une difficulté à la verbalisation, notamment parce que certaines zones cérébrales en charge de la verbalisation des émotions sont éventuellement touchées, ce qu'on appelle l'alexithymie. Donc du coup, moi, psychothérapeute, j'ai souvent affaire à un patient avec lequel finalement j'ai du mal à travailler puisque il n'a pas lui-même accès à Hmm. ce matériel sur lequel on voudrait travailler. Là, finalement, en respiration holotropique, c'est l'expérience, c'est le corps lui-même, tout seul, c'est la nature qui va faire son office sans que le patient ait besoin de pouvoir parler de son monde intérieur. Très exactement, absolument. Donc, c'est très bien formulé. Donc, effectivement, on se retrouve dans une posture différente, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de thérapeute qui voudrait travailler sur quelque chose. Hmm, Il y a simplement un thérapeute qui est face à un patient qui est d'accord pour entrer dans un état élargi de conscience, de sorte à ce que des choses puissent se révéler. hmm, C'est pour ça d'ailleurs on parle un peu d'apocalypse, de révélation. Ça révèle tout ce qui nous a séparés et mhm, tout ce qu'on a besoin de réunifier. hmm, Donc c'est tout à fait ça. Une révélation, ça aide à dévoiler. C'est bien le sens de psychédélique d'ailleurs. On peut vraiment dire que la respiration holotropique est on peut aussi dire que c'est un outil de travail psychédélique, dans le hmm, sens où ça révèle, où ça dévoile la psyché, avec l'avantage dans notre pays d'être légal, et puis mhm, euh, parfaitement naturel. Il n'y a aucune substance. C'est prodigieux de voir que certaines personnes qui lâchent prise plus facilement que d'autres peuvent vivre des expériences tout à fait superposables à des expériences vécues avec des médecines traditionnelles ou du LSD. C'est absolument ahurissant parfois. Un autre atout que je vois derrière la respiration holotropique, c'est cette non-directivité que tu évoquais, c'est-à-dire que le thérapeute est plus en position d'accompagnateur et l'excès de directivité, enfin la projection, on va dire, hein, c'est toujours tout thérapeute est toujours en danger de projeter sur son patient ses désirs, ses peurs, sa conception de la vie. Et là, on fait plus de la thérapie, hein, en tous les cas, telle que la concevait par exemple Gregory Bateson, l'un des pères de l'école de Palo Alto. Mm. Et ça me semble extrêmement intéressant, quoi. On laisse faire la nature et on ne court pas le risque de projeter ce que nous sommes sur le patient lui-même. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que ça demande un cheminement intérieur sérieux. Enfin, pour renoncer à ce système projectif, à vouloir Hmm. quelque chose pour l'autre. Hmm. Mais à ce niveau-là, Ça ce suppose beaucoup travail, d'humilité, quoi. voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, ce travail rend humble. Hmm. Et ça rend humble. On retrouve véritablement l'humain, à sa base, dans ce Mhm. qu'il a de plus basique, c'est-à-dire euh, d'être petit devant le grand mystère. Avec cette forme de travail, c'est aussi une manière d'apprendre à aimer et à faire confiance qui est tout à fait réparatrice parce que euh, c'est quand même un défi pour tous les humains d'aimer l'autre, Hmm. aimer ce qui est autre. Donc, avec ce travail d'accompagnement où on cherche à ne pas avoir le moindre Hmm. projet pour le patient, juste être avec ce qui se manifeste, eh ben, on apprend vraiment à aimer la différence. Ah tiens, c'est pas comme j'avais vu. Ben, ah tiens, je vais accompagner Hmm. ça. Ah, j'aurais vu ça autrement. Ben, ah, puis Une voilà. école d'humilité pour le thérapeute lui-même, quoi. Ah oui, Outre carrément. les Ah oui. bénéfices que peut en retirer le patient. Est-ce que, on a une idée des mécanismes physiologiques qui sont impliqués, qui se manifestent dans la respiration holotropique? Qu'est-ce qui me
me met dans un état de conscience modifié finalement. Ça, ça n'a pas l'air très très bien connu encore, mais je suis pas non plus un as ou un fan des dernières recherches en neurosciences. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'hyperventilation induit une forme de désaturation en gaz carbonique. Ça Mhm. n'induit pas une saturation en oxygène comme les gens le croient, Mhm. euh, parce qu'en fait, l'hémoglobine est déjà saturée. On fonctionne en saturation pour être en bonne santé à plus de 98%, il me semble. Et donc, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de Ouais. désaturer. Et effectivement, la désaturation en gaz carbonique fait que le milieu intérieur devient alcalin au lieu d'être acide. Et il semble que ça joue un rôle dans l'ouverture de cette sorte d'interface que le cerveau constitue entre la matière et le monde de l'esprit. Mhm. Euh, Certaines expériences évoquées par Groff montrent d'une manière très claire et plausible que la conscience n'est pas dans le cerveau, la conscience n'est pas dans la matière. Euh, il en parle très très bien dans ses différents livres. Donc Mhm. là, on fait une expérience dans la conscience, mais elle n'est pas forcément dans le corps. Mhm. En tout cas, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Une chose est sûre, c'est que l'hyperventilation, en activant le corps, fonctionne un peu comme si on mettait le feu dans les cellules, et Mhm. ça aide à l'émergence des choses sur le plan physique et sur le plan Mhm. psychologique. Est-ce qu'on voit des manifestations corporelles qui sont ou physiologiques qui sont communes à toutes les personnes qui hyperventilent? Alors, Ou est-ce qu'il y a une grande variabilité de réaction? alors, il y a une très très grande variabilité de réaction. C'est effectivement 50 personnes faisant l'expérience vivront 50 expériences différentes. Et une même personne faisant 50 expériences vivra 50 expériences différentes également. Donc, Mhm. on voit bien que l'hyperventilation est vraiment un catalyseur non spécifique des processus internes Mhm. et ne contient rien de programmé. C'est impossible de programmer une session. Impossible. Mhm. Donc, l'idée, c'est de se préparer à l'imprévu. Ouais. Non pas de Parce que prévoir l'imprévu, mais concrètement, moi j'ai une toute petite expérience. Je pratique aussi en cabinet, mais en cabinet, on est obligé de faire des choses beaucoup plus, enfin d'être extrêmement prudent et les durées ne sont pas suffisantes. Euh, certains restent immobiles, d'autres tremblent de la tête aux pieds, d'autres vont se rouler par terre, vont hurler. On voit de tout. absolument de tout, absolument de tout. Des personnes peuvent aussi rester étalées comme ça, comme si elles dormaient, et on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien, et puis elles vous racontent Mhm. qu'elles ont fait une chevauchée Mhm. absolument incroyable, qu'elles ont vécu des Donc choses les, en conscience. Ouais. Donc, les mécanismes physiologiques qu'on évoque souvent, notamment des espèces de spasmes au niveau des extrémités, là, des pieds, des doigts, finalement, c'est assez anecdotique. Parfois, c'est là, parfois, ça n'est pas là. Oui, c'est ça, c'est ça. Assez souvent quand même, pour une première fois, dans les premières sessions, la tétanie a tendance à être assez présente. Mhm. Bon, si elle est considérée comme un problème, et comme une pathologie en médecine, pour laquelle on injecte du calcium et du Valium pour arrêter le processus. Dans le Mhm. cadre holotropique, dans le cadre transpersonnel, on considère plutôt que c'est une forme de décharge d'énergie correspondant à des actions musculaires qui n'auraient pas été actées, donc, mais plutôt refoulées. Mhm. C'est vrai qu'un enfant, devant un adulte qui le maltraite, peut vivre une certaine impuissance et en tout cas l'incapacité à fuir avec ses jambes ou à taper avec ses bras. Et comme
une petite fille ou un petit garçon peut aussi ne pas pouvoir résister en serrant les cuisses à un adulte qui lui veut Hmm. lui écarter. Donc là, ce sont des muscles qui vont tétaniser si rien n'a pu se passer de réparateur avant. Hmm. Euh, Quand on respire, quand on fait de l'hyperventilation, ces muscles-là vont tétaniser en priorité parce qu'il y a besoin de décharger de l'énergie musculaire. Il y a besoin de décharger une action qui n'a pas été faite. Hmm. Donc, Donc, ce qu'on observe finalement est beaucoup plus fonction de mon histoire personnelle et de mes expériences douloureuses notamment que le fruit de mécanismes purement physiologiques. c'est très clair, c'est très clair. Ouais. Et y compris les expériences qui sont plus d'allure transpersonnelle, comme les Hmm. expériences chamaniques, par exemple, si une personne s'identifie complètement à un animal, que ça soit un loup, un ver de terre ou un oiseau, Hmm. ou même à un végétal comme un cactus ou un arbre, c'est toujours hautement signifiant. Hmm. J'ai eu deux fois quelqu'un qui avait qui restait comme ça, les doigts, Hmm. pendant toute une séance. On se demandait qu'est-ce qu'il fichait, pendant 1 heure au moins, figé comme ça. Et Hmm. en fait, il était un cactus. Et il se rendait compte de toute la physiologie du cactus, l'eau qui circule, etc., dans le désert. Et il prenait conscience aussi qu'il était constamment en défense. Euh, Hmm. Croyant tout le temps être agressé, il avait choisi d'être piquant et d'être agressif. Hmm. Euh, Donc cette symbolique toute simple, euh, qui pourrait paraître anodine, est toujours hautement signifiante, hein. C'est pas la même Hmm. chose si on s'identifie à un lion ou à un ver de terre, hein. C'est clair. Personnellement, j'ai été éventré par un ours et ensuite je me suis transformé en poisson et j'étais très à l'aise et très content d'observer que je pouvais respirer dans l'eau et que je n'étais aucunement gêné par l'eau qui était glaciale quand j'y suis entré. Donc, c'était C'est une magnifique, drôle c'est l'expérience. d'expérience. Parce que dans un rêve, on craint souvent de mourir, mais en réalité, on ne meurt jamais. Alors que là, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que cet ours qui s'est approché de moi avec ses griffes immenses m'a éventré et le sang a giclé. J'étais complètement interloqué. Je sais pas comment On le serait à moins. Ah ouais, c'est vrai. Bon, enfin, c'était pas rien en tous les cas. Est-ce qu'il y a des préalables, une préparation souhaitable à un séminaire de respiration holotropique ou pas? Est-ce qu'on Alors oui, prépare le corps ou l'esprit d'une façon ou d'une autre? alors on va surtout préparer l'esprit. En tout cas, il est plus que prudent, il est nécessaire d'avoir un entretien avec chaque personne qui prétend une expérience de ce type, parce que c'est vraiment pas anodin. Ça peut vraiment faire bouger les lignes, faire émerger des matériaux traumatiques euh, qui étaient totalement ignorés. Mhm, Donc, ça peut, comme on dit, être du lourd. Donc, c'est important d'avoir un entretien avec chaque personne pour lui demander s'il n'y a pas de contre-indication médicale, pour voir s'il n'y a pas d'antécédents psychiatriques dans la famille, qui pourraient, mhm, qui ne sont pas forcément une contre-indication, mais c'est quand même mieux d'être au courant. Euh, et, euh, et en tout cas, pour demander aux personnes qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous avez besoin d'une approche comme ça, puissante, qu'est-ce qui fait que vous choisissez ça, ou vous avez envie de ça en ce moment dans votre vie. Donc les gens, je les amène à formuler que ça va mal, il y a de la dépression, il y a du mal-être, ou alors il y a du trauma, ou alors la suspicion du trauma, un malaise relationnel qui fait qu'on suspecte qu'il mhm, y a eu maltraitance. En tout cas, oui, c'est important de préparer la personne et c'est, je pense, important de l'avertir que ça peut être assez violent. Donc, mhm, il y a même des gens
que je pressens un peu fragile, que je vais tenter de décourager en Mhm. brossant un tableau assez difficile. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous imaginez être dans une session où il va y avoir des gens qui hurlent, Mhm. qui crient, des fois pendant Ouais. longtemps, des gens qui se débattent ou des gens qui expriment de la violence? Est-ce que Mhm. vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous vous sentez prêt avec ça? En général, les gens disent oui, mais Mhm. d'autres disent ah bon, d'accord, ben je vais réfléchir. Mhm. Tu vas Et t'intéresser aussi, je suppose, au parcours thérapeutique que la personne a éventuellement déjà suivi. Est-ce qu'elle a un jour fait un travail sur elle-même ou pas? bien sûr, bien sûr, c'est important, bien sûr, c'est important. Mhm. Et là, Beaucoup de contre-indications. Il y a des troubles. alors il y a des contre-indications assez précises, des contre-indications formelles, d'autres beaucoup plus relatives. Les contre-indications formelles et absolues, ce sont les pathologies cardiaques, d'antécédents d'infarctus ou d'angine de poitrine, de troubles du rythme ayant un retentissement sur la fonction cardiovasculaire. Mhm. Et là, c'est non, Oui, parce bien que sûr. le niveau émotionnel peut être tel que forcément il y Mhm. aura une accélération cardiaque et une montée en tension. Donc, ça serait pas prudent avec quelqu'un qui a des antécédents Mhm. d'infarctus. Par contre, ça peut m'arriver de prendre des gens ayant des antécédents d'infarctus, mais traités ou ayant été pontés, par exemple. Mais dans ces cas-là, je suis prudent, je demande un bilan cardiologique et une épreuve Mhm. d'effort auprès d'un cardiologue avant de prendre quelqu'un comme ça. D'accord. Sinon, l'épilepsie, théoriquement, c'est une contre-indication. Enfin, oui, parce que c'est pas confortable d'avoir quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie dans un stage. Mhm. C'est c'est prenant et c'est effrayant pour la plupart des gens. Oui. Donc, ça sera non. Mais euh, Groff a l'expérience et je l'ai aussi avec deux ou trois cas que ça peut être très réparateur en baissant le niveau de stress considérablement. Mhm. Mhm. Sinon, il y a le glaucome. La grossesse, c'est à discuter. Si c'est en fin de grossesse, c'est contre-indiqué parce que ça peut déclencher l'accouchement avec Mhm. le matériau périnatal. Et puis aussi, il y a donc les contre-indications psychiatriques. C'est vrai que j'ai pris des gens qui étaient étiquetés bipolaires ou maniaco-dépressifs sous lithium. J'ai pris Mhm. des gens étiquetés bouffée délirante ou schizophrénie aiguë. Aux États-Unis, on appelle ça Mhm. schizophrénie aiguë. Mais après un bon dialogue, quoi. Si je sens que la personne est responsable, consciente, Mhm. qu'elle a conscience que sa bouffée délirante a apporté quelque chose, que c'était pas un truc complètement pathologique, Mhm. ça a du sens pour elle vivre un état de conscience élargi, ben ça sera oui. Mais si je sens que il y a de la peur, trop de peur, ça sera non. Finalement, la question est de savoir si moi, en tant que thérapeute, j'ai les moyens de faire face à ce qui éventuellement va émerger de cette séance de respiration holotropique. Est-ce que je saurais accompagner le patient si d'aventure euh, se présentaient des phénomènes trop perturbants pour lui? Voilà, voilà, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que ça nécessite d'une part d'être formé. La formation à la respiration, de facilitateur à la respiration holotropique, c'est juste surtout un long parcours personnel avec cette approche. Mhm, Bien mhm, en mesurer tous les effets, tout ce mhm, que ça peut les faire émerger, et puis, euh, et puis effectivement d'avoir fait un certain nombre de sessions. Si par exemple on fait 20 sessions, on a 20 expériences personnelles, mais on a en plus tous les témoignages des expériences des autres participants de mhm, ces mhm, sessions-là. Donc ça multiplie au moins par 10, quand c'est pas par 20, le nombre d'expériences dont on a été témoin. Donc c'est très formateur. mhm. Pour terminer, Patrick, je me pose cette question finalement, pourquoi est-ce que les états de conscience modifiés, outre le fait, encore une fois, qu'aujourd'hui, ils reviennent un peu au devant de la scène, on s'y intéresse, on s'intéresse aux bénéfices qu'ils peuvent apporter à la thérapie au sens large, aux addictions, à l'alcool par exemple, et à la dépression, pour ce qui concerne la psilocybine par exemple. Mais qu'est-ce qui fait finalement que
depuis des temps immémoriaux, comme dirait un notaire, on s'intéresse, on cherche à produire des états de conscience modifiés. Les, les bouddhistes vont égrener leurs mantras, les chrétiens leur Je vous salue Marie avec un chapelet éventuellement, les derviches tourneurs vont chercher aussi à induire un état de conscience modifié en tournant sur eux-mêmes, etc., etc. Pourquoi finalement cet intérêt pour les états de conscience modifiés? Ben, la réponse pour moi est assez claire, c'est que tout simplement l'incarnation nous met dans une posture de séparation plus ou moins importante avec le monde de l'esprit, le monde spirituel, et je pense que nous sommes au plus profond de nous programmés pour ce retour à cette source spirituelle, exactement de la même manière que les plantes sont programmées pour aller vers la lumière. Mhm, Nous sommes aussi programmés pour aller vers la lumière ou une autre sorte de lumière qui, paraît-il, se trouve dans la Terre aussi, dans l'ADN, entre les mhm, molécules d'ADN. Il y a de la lumière, une lumière invisible aux yeux, mais qui existe. Donc, nous sommes programmés pour ça. Ça fait partie de notre être, de notre véritable nature. Donc, l'engouement ou l'attirance pour ces états, je pense, n'est qu'une attirance très naturelle à retrouver euh, sa nature complète, plus vraie et plus mhm. complète. Mais pourquoi faut-il un état de conscience modifié pour retrouver sa nature complète? Pourquoi le fait de faire appel à un état de conscience ordinaire et à mes processus cognitifs ne suffirait pas finalement? Mais c'est parce que ce ne sont pas des états de conscience qu'il faut appeler modifiés. Et c'est plutôt des états de Mhm, conscience qui sont élargis. Et c'est pas qu'on veut retrouver ça, c'est que simplement on sait que ça fait partie de notre nature, que mhm, l'existence de l'être, être dans l'être plutôt que dans l'avoir, ça veut dire être en conscience dans sa véritable nature. C'est une nature complète, c'est une nature qui est à la fois dans la matière et à la fois dans l'esprit. Beaucoup de cultures, d'après ce que Groff disait, qui connaît mieux l'anthropologie que moi, euh, définissent l'état de santé comme euh, la capacité à être à la fois dans le monde hyliotropique de la matière et dans le monde holotropique de l'esprit. mhm, C'est-à-dire, voilà, c'est simplement, euh, comme on le dit en médecine traditionnelle chinoise, l'être humain est une forme d'antenne entre ciel et terre, et entre terre et ciel. C'est-à-dire, nous sommes positionnés entre matière et esprit, et la matière n'a aucun sens, ne peut prendre aucune forme si l'esprit n'a pas donné des informations, euh, et l'esprit n'a aucun sens mhm, s'il n'a rien à faire dans la matière, mhm. Oui, oui, oui. s'il n'est Tu, pas évo- créatif. tu évoquais Jung tout à l'heure. Selon Jung, le processus d'individuation, on pourrait dire de maturation de l'être humain, Mm. fait justement que il doit aller vers une version de lui-même qui est plus complexe et plus complète. Et au sens de Jung, ça signifie notamment faire l'unité en quelque sorte entre le conscient et l'inconscient. Il a passé sa vie, lui, à aller à la découverte de son inconscient, de l'ombre derrière la persona, par exemple. Finalement, peut-être que la respiration holotropique, bah, c'est un moyen d'accéder à cet inconscient, mais pas seulement l'inconscient individuel, aussi l'inconscient collectif. Mais absolument, exactement. Moi, voilà, moi, je suis les traces de Jung et de Groff, hein, et je passe ma vie aussi, moi, à faire du lien entre le conscient et l'inconscient, à explorer mon inconscient, parce que je, je ne suis pas un être éveillé, je suis un être en recherche, et je suis un être qui se réveille, et comme tout le monde, qui a le courage de chercher et de regarder en face ses blessures, et puis j'ai cette conviction que le travail n'est jamais fini, et quand on a exploré les choses
ce que j'appelle les dossiers personnels. De toute façon, il y a aussi des ouvertures qui se font vers les dossiers transpersonnels, l'inconscient collectif, les mémoires du monde, la souffrance de toutes les femmes et de tous les hommes du monde. C'est quelque chose qui nous concerne. Et pour moi, c'est un outil, c'est l'outil avec un grand O de réconciliation, de réunification et, et de paix dans le monde. Je veux dire, c'est un outil qui pacifie, qui, qui, qui rend acceptant de toute notre histoire, transpersonnelle, transgénérationnelle et personnelle. Et quand on finit par dire oui à son histoire, on est en paix. Et Eh après, bien, après il s'agit d'être en paix aussi avec l'histoire du monde, ses violences, toute sa bêtise. mhm. Mais c'est toute l'histoire, hein. Merci pour cette belle conclusion, Patrick. Et puis, je pense que tu auras donné envie à beaucoup d'en savoir plus sur la respiration holotropique, sur les états de conscience modifiés. Et puis, merci aussi en même temps pour cette leçon d'humilité. Passe une belle journée. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup de tes commentaires, de tes questions super pertinentes, c'était un plaisir. Belle journée, Plaisir partagé. Merci beaucoup, Patrick. plus tard, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.